Gabriel Roy, entrepreneur, 25 ans, né à Québec, conseiller financier depuis novembre 2024, agriculteur chez Agri-Brador depuis 2022, au Blanc-Sablon, sur la basse côte du nord du Québec. Pourquoi tu es devenu conseiller financier en 2024 si tu avais déjà une entreprise copropriétaire en 2022? Dans le fond, j'ai commencé à être conseiller financier avant d'avoir ma compagnie Agri-Brador avec mon père. Mais à l'époque, je travaillais pour une autre compagnie en assurance pour laquelle j'étais salarié. Fait que j'étais pas, à ce moment-là, je n'étais pas encore à mon compte. Puis, tranquillement, au fil de mes 2 ans, dans le fond, j'ai fait mon permis en juin 2022. Mm-hmm. Finalement, après 2 ans, avoir travaillé pour la compagnie, je me suis dit, bon, j'ai pas de problème avec la compagnie, mais c'est pas une compagnie dans laquelle moi, je me vois grandir, me vois évoluer. Donc, finalement, j'ai décidé de me dire, on va aller regarder, voir les autres compagnies, qu'est-ce qu'il y a en à côté. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, que j'ai vu qu'il y avait un agent général qui avait fait une annonce de porte ouverte. En fait, n'importe qui avait un permis en assurance pouvait postuler à ce moment-là, que ce soit de permis en assurance de la personne, que ce soit un permis en placement. Tout ce qui était relié au domaine financier pouvait postuler pour dire OK, on veut devenir indépendant, puis j'aimerais m'associer avec cet agent général-là. Puis c'est à partir de ce moment-là que finalement j'ai quitté la compagnie pour qui j'étais finalement un salarié pour devenir indépendant à ce moment-là. Est-ce que tu aimes bien ton rôle entre les deux d'être indépendant ou travailler pour quelqu'un? Travailler pour quelqu'un, ça, comme tout dans la vie, c'est des avantages et des inconvénients. L'avantage, on n'a pas la charge fiscale d'avoir des employés. On a une sécurité aussi. On a un salaire qui est fixe, soit à l'heure, soit à la semaine. Quand on est travailleur autonome, ça peut être plus compliqué. Si tu n'as pas de clients, tu n'as pas de revenus qui en découlent. Quand tu as des clients, c'est toujours plus avantageux parce qu'au moins, là, tu n'es plus un intermédiaire que c'est la compagnie qui fait de l'argent pour ça qui te verra un salaire. Mm-hmm. Donc, pour moi, dans ma situation, j'aime plus être un travailleur autonome qu'être salarié à ce niveau-là. Ça me permet aussi, c'est beaucoup plus flexible avec mes horaires. Qu'est-ce que d'être conseiller financier a aussi peut-être t'aider dans ce que tu as avec ton papa? Parce qu'on va en parler, c'est deux mondes complètement différents. Oui, complètement Je veux dire, être agriculteur dans sa côte nord du Québec, où est-ce qu'il fait froid, puis il y a 2 mouches, puis un petit cochon une fois par année. Il y a plus que 2 mouches, on va pouvoir en revenir là-dessus. Okay. Ah oui. Mais il fait froid. Il fait froid. Il fait très, très froid. C'est très, très loin. C'est au bout du Québec, quasiment. Oui, mais si on part à partir de Québec, puis on part en voiture, on a 3 options. On a l'option de passer par le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, traverser par la suite à Terre-Neuve, traverser tout Terre-Neuve pour revenir par la suite au Québec. À ce moment-là, c'est un trajet qu'on en a pour, si je ne dis pas une niaiserie, environ 28 ou 29 heures avec les traversiers. Sinon, après ça, on a l'option de monter jusqu'à Rimouski, de prendre un traversier qu'ils appellent le Bella, qui à l'époque s'appelait le René Nordique. Puis là, on monte soit tout seul ou avec la voiture si on veut évidemment avoir un véhicule rendu à Blanc-Sablon, parce qu'il n'y a pas de service de transport en commun, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de service de location rendu à Blanc-Sablon. Fait que si tu arrives là-bas, pas de véhicule, puis tu connais personne, tu marches. Puis pas très pratique à ce moment-là. Puis le Bella, c'est 2 jours de traverse où on arrête dans tous les villages de la Basse-Côte-Nord, tranquillement. Puis le dernier arrêt, c'est Blanc-Sablon. OK. Puis sinon, la troisième option, c'est de partir en direction de Fermont puis Manic 5. On passe par tout le parc de Manic 5. Puis par la suite, on arrive au Labrador. On continue par la route du Labrador pour revenir au Québec. Puis à ce moment-là, on en a pour environ 26 heures de route, soit en pause ou en continu, dépendamment de quel point on est motivé d'arriver. Mais c'est agriculteur puis conseiller financier, c'est vraiment différent. Je veux dire, conseiller financier, tu es devant ton laptop ou dans un bureau. Oui, bien souvent, oui. Puis tu parles à des gens à travers un Zoom et tu fais ton travail. Oui. Tandis que quand tu arrives au Blanc-Sablon, c'est dehors. Je doute qu'il doit y avoir une population aussi active que Montréal, là, ou même de Québec. Peut-être un petit peu plus petite exact. Alors, je me dis, pourquoi ces deux
côté-là viennent te chercher parce que c'est deux côtés complètement différents, c'est deux personnalités. Oui. Dans le fond, si on décortique un peu, mais on va partir par le monde de l'agriculture pour commencer. Le monde de l'agriculture, moi, c'est un truc que j'aime personnellement. C'est quelque chose que mon père aime aussi personnellement. Puis c'est dans ma famille depuis des générations. Si on remonte à l'époque de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, déjà à l'époque à Saint-Gervais. Donc, c'est l'autre bord, c'est pas loin de Lévis. Oui. Toute cette section-là, c'est là que ma famille, moi, vient à l'origine. Donc, nous, à l'origine, on est déjà une famille d'agriculteurs. Mes cousins éloignés ont encore une érablière à Saint-Gervais. Fait que c'est quelque chose que mon père déjà chérissait à l'époque. Parce que lui, il allait, quand il était plus jeune, mon grand-père l'amenait, il allait visiter les coussins, il allait visiter les fermes de la famille. Fait que lui, c'est quelque chose déjà qu'il aimait depuis tout jeune. Puis sa passion s'est transmise à moi et ainsi de suite. Fait que toi, tu es venu au monde avec des agriculteurs. Oui et non. Mon père, oui. Moi, à ce moment-là, quand je suis né, j'étais beaucoup plus en ville. Fait que moins au niveau de l'agriculture. Mais c'est pas pour autant qu'on n'avait pas quand même visité parfois une fois la ferme. Fait que moi, ça a été, disons, plus long à développer que mon père, puisqu'on y allait moins souvent. Fait qu'au niveau de l'agriculture, c'est vraiment ça. Après ça, pour le domaine financier, il faut le voir plus dans un tout, parce que souvent, quand on prend le domaine de l'agriculture, on dit « OK, parfait, tu fais pousser, peu importe dans quel domaine, au niveau de l'agriculture, que ce soit des femmes porcines que tu as, que ce soit une plantation de carottes, de patates. » Parle-moi de ta plantation. Ma plantation? OK, on va y revenir dans 10 secondes. À ce niveau-là, c'est vraiment ça. Fait que quand tu as une ferme, tu as vraiment le côté, on fait pousser peu importe quoi ce qu'on fait pousser. Puis après ça, on a toujours le côté financier, mais ça qui est relié à toutes les entreprises. Donc, moi, je voulais vraiment qu'avec mon père, me dire, parfait, j'ai pas encore l'expérience, le bagage de mon père que mon père a lui en agriculture. Donc, j'ai essayé de faire un complément dans un domaine où, pour l'instant, ni l'un ni l'autre avons de compétences. Donc, j'allais chercher plus le domaine financier pour que ça soit moi ou quelqu'un d'autre plus tard qui gère les finances de l'entreprise, qu'au moins, quand la personne me parle, qu'elle m'explique des concepts que je sois capable de les comprendre. Je ne sois pas juste hocher de la tête. Fait que toi, t'es la côté finance-argent aussi. Oui, ça. Fait que pour ça que le côté, l'emploi pas l'emploi, mais plutôt ma carrière de conseiller financier, je la trouve intéressante pour pallier à la compagnie d'agriculture à ce niveau-là. Donc, ton côté financier, oui. Conseiller financier, fait de toi que tu es capable d'aider dans l'entreprise familiale. C'est ça. Qui est agriculteur. C'est exact. Maintenant, oui. Vous faisiez ensemble, toute la famille, vous faites une plante. Oui, on fait aussi une plante. C'est une plante. Une plante. Elle s'appelle? Orpin rose, c'est le nom classique. Sinon, le nom latin, c'est Rhodiola rosa. OK. Ou rosea. Est-ce qu'elle est rose? Non. Du tout. Non, du tout. Puis je sais, j'ai lu beaucoup, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Oui. Ça vit dans des endroits où est-ce que c'est plus froid. Oui. Et c'est pas la plante, mais c'est vraiment la racine. La racine. Et ça prend 4 ans. C'est ça? Ça en prend 7. C'est 7? Oh, je suis désolée. Non, c'est correct. Parce que c'est pas faux. Ça prend 4 ans, oui. Parce que dans le fond, dans les 4 premières années de croissance de la plante, elle va développer son pourcentage de rosavine. Fait qu'on va passer de 0 à, mettons, 1, 2, 3, 4 % de rosavine dans ces 4 premières années. L'année 5, 6, 7 qui suit, c'est pour développer la masse racinaire. Fait que si on sort la racine à la 4e année, on sent que c'est une racine qui fait environ 135 grammes. Ça fait une racine d'à peu près grande de même. C'est tout petit. Si on attend 3 ans de plus, on se ramasse avec une racine qui fait 1 kilo. OK. C'est plus avantageux financièrement. Beaucoup plus avantageux. OK. Puis, on plante une petite graine, j'imagine, dans la terre? Oui. Et est-ce que c'est dehors ou il faut que ça soit à l'abri? Oui. Dans le fond, la méthode pour faire pousser, dans le fond, c'est on commence avec un plateau de cellules. Oui. On met de la terre dedans, on met la graine, on arrose. Puis après ça, on laisse... il faut faire ça à l'automne pour laisser les graines geler dans les premiers gels de l'hiver. Puis on laisse tout à l'extérieur.
c'est le cycle que la graine a besoin pour commencer son cycle de germination. Une fois que ça, c'était que la graine a gelé, on attend jusqu'au printemps prochain. Après ça, normalement, avec les neiges qui font, ça apporte assez d'eau à la graine pour pouvoir commencer à germer. Puis par la suite, on attend durant tout l'été. La graine fait un petit set racinaire dans la cellule. Puis après ça, nous, on irait juste à sortir la cellule. Ça a une forme un peu d'une carotte. Puis après ça, on vient mettre directement dans les rangs pour pouvoir planter. Dans les rangs, fait qu'il y a une terre. Il y a une terre. Mais le temps que vous commencez ça dans le bac, là, si j'ai bien compris, à l'intérieur, là, puis après ça, vous allez mettre ça dehors pour que ça gèle et tout ça. On est à l'extérieur de A à Z. De A à Z. De A à Z. OK. Mais il y a un moment donné qu'il ne se passe rien. Oui. Il y a un moment où, une fois qu'on a planté, qu'on a mis des rangs, ça, mettons, durant la première année. Mm-hmm. La deuxième année, mettons qu'on ne part pas une nouvelle culture pour l'année prochaine et ainsi de suite. Mettons qu'on fait juste considérer qu'on fait juste planter une seule fois. Ben, l'année qui suit, on a juste besoin d'attendre. On a besoin de faire un arrosage, 1 ou 2 arrosages durant l'été avec de l'engrais. On peut y aller avec de l'engrais chimique ou avec de l'engrais biologique. On est biologique, pas nécessairement par choix, par souci d'écologie, bien que c'est souvent une très bonne option. C'est surtout parce que par chez nous, pour faire livrer ce genre d'engrais-là, ça coûtait beaucoup trop cher. Donc, on est allé avec un choix purement finalement financier parce que y aller avec du bio coûtait beaucoup moins cher. Donc, finalement, nous, notre engrais, c'est des granules de fumier de poule. OK. Mais là, il faut que tu les amènes là-bas, j'imagine, le fumier de poule, ou il y en a déjà? Faut l'amener. On commande ça par poche de 750 kilos. La population là-bas, c'est combien? La dernière fois que j'ai regardé, ça ne devrait pas avoir beaucoup bougé, c'était 1000 habitants pour 3 villages. Ah. Parce qu'il marque population de Blas-Sablon 1000, mais quand on vit réellement là-bas, en fait, Blas-Sablon, c'est un village. Après ça, nous avons l'autre de Blas-Sablon où il y a l'hôpital, la pharmacie, l'épicerie générale. Puis après ça, il y a Brador. Quand on prend quand on les prend toutes séparées, ben, la population est séparée. Mais pour que ça soit plus simple pour compter, il y avait combien d'habitants, au final, dans le ratio, ils ont tous rassemblé les 3 villages ensemble, puis en fait, ben, ceci, c'est comme un grand village qui est séparé, puis il y a 1000 habitants dedans. Est-ce que c'est loin un de l'autre? Une dizaine de kilomètres à peu près entre chaque village. Tu m'as aussi dit en pré-interview que tu partais pour aller là-bas vous aviez des tours, chacun votre tour, je crois, et que vous partiez en équipe de combien? Ben, on part en équipe de 2 parce que pour l'instant, c'est que moi et mon père. Donc, on part durant une période d'une semaine, durant 1 mois. Fait que durant le mois de juin, mettons, on part 1 semaine. Dans le mois de juillet, on part une semaine, et ainsi de suite, pour pouvoir aller s'occuper de la plantation. Ça, pour pouvoir faire l'arrosage de ce qui est déjà planté. Ça, pour préparer les champs puis les rangs pour qu'est-ce qui s'en vient à planter pour cette année ou les années qui vont suivre. Faire l'entretien de la machinerie, et ainsi de suite. Y a-t-il beaucoup de machinerie? En ce moment, nous, on a un tracteur. On a un système de pompe pour pouvoir faire les arrosages. Après ça, on a un rotoculteur qui sert à pouvoir retourner la terre. On a la planteuse. On a une dérouleuse buteuse. Dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on utilise pour faire les rangs. Donc, grossièrement, c'est... ça fait des lignes. Grossièrement, ça fait des lignes, puis ça va mettre une pellicule plastique par-dessus. Parce que nous, l'affaire qu'on veut, c'est absolument protéger les boutons qu'on fait, parce que la plante a la fâcheuse manie de se laisser mourir à la minute qu'il y a de la concurrence. Donc, si je mets une graine qui pousse, que ça fait, disons, 4 ans qu'elle est en train de pousser, je plante une graine de pissenlit à côté, puis la pissenlit se met à prendre de l'expansion. La plante que ça fait 4 ans qu'elle est en train de vivre, elle est en train de se développer, elle va se laisser complètement mourir à ce moment-là. La plante est de même, elle n'aime pas la compétition. Il y a des plantes qui survivent, qui Moi, vivent je la comprends compétition. Ouais. À la minute qu'il y a de la compétition, elle fait « OK, c'est correct, je te laisse la place, moi je me laisse décemment mourir. » Mais est-ce que ça doit être comme stressant? Parce que là, vous n'êtes pas toujours là à surveiller, je veux dire. Non, parce que c'est ça, comme je disais, on met la dérouleuse buteuse, on met par défaut une bâche de plastique. Fait que quand la machine elle passe puis elle fait le rang, il y
la pellicule plastique se met déjà automatiquement, puis les côtés se font refermer. Fait que c'est pas juste bon. Fait que ça fait quelque chose qui est vraiment étanche, qui est vraiment scellé. Donc, à ce niveau-là, beaucoup moins de chances d'avoir une plante parasite qui vienne. Puis aussi, l'autre, ça c'est plus un avantage au moins pour la plante. La plante pousse dans le sable. Nous, on la fait germer dans la terre, pour ça c'est plus facile. Mais après ça, elle pousse que dans le sable. OK. Pas de terre, pas d'engrais, rien, du sable. Puis l'eau? Eau de la pluie. Oui. Elle demande très peu pour survivre, mais elle demande aussi très peu pour se laisser mourir. OK. Ouais. C'est un peu comme un humain. Un peu comme un humain. Ouais, hein? Ça prend pas beaucoup pour survivre, ça en prend aussi très peu pour juste s'abandonner à son sort. OK. Puis, on fait quoi avec cette plante-là si merveilleuse? Parce que vous n'êtes pas beaucoup à avoir ça, là. Non, actuellement au Québec, avec ce que nous, on va planter cette année, on va être la plus grosse, en fait, la plus grosse entreprise de Rosella rosa, de plantation de Rosella rosa. D'après ce que mon père m'a dit, il y a certains fermiers, un peu partout dans la Basse-Côte-Nord, qui ont fait une association. Donc, c'est plus en fait un collectif, qui chacun plante, mettons, un petit 500 plantes par-ci, un petit 500 plantes par-là. Mais c'est plus, ça fait un collectif, mais c'est plus un peu une phase test pour eux. Parce qu'eux, ils ont déjà des champs avec, mettons déjà, on va mettre par exemple, mettons des patates, que ce soit du maïs, que ce soit du blé d'Inde, peu importe. Fait qu'ils ont déjà des champs qui sont attitrés déjà à d'autres cultures. Fait que pour eux, c'est pas tant avantageux pour l'instant de switcher pour faire seulement de la plantation de Rosella rosa, puisqu'ils ont déjà une source de revenus à côté. Mais vous autres, ils doivent vous regarder de proche. Là. Vous êtes arrivés avec vos grands chevaux, puis vous poussez juste cette plante-là, puis ça prend 4 ans. Tu sais, t'es assis, t'attends, là. Nous, on attend. Eux, ils sont en processus, je le sais pas. Eux, ils sont en processus de... Ils vont regarder probablement si c'est pour eux, s'ils trouvent que c'est assez rentable Non, pour eux. En vrai, là, ils vous regardent. Ils vous regardent pour voir si ça va fonctionner, puis ils vont faire la même chose. Parce que au Québec, fait que c'est qu'est-ce qui se passe présentement au Québec. Si après ça, on prend sur l'ensemble du Canada, on serait la deuxième plus grande compagnie au Canada. Elle est où, l'autre? La plus grande compagnie en ce moment est en Alberta. Il fait froid, là aussi? Oui, il fait froid en Alberta. OK, mais il y a une certaine place qui fait très, très froid? Oui, il y a certaines régions en Alberta qui fait plus froid. Mais encore là, eux, c'est plus en région un peu plus montagneuse. Puis eux, ils ont encore un climat qui est moins favorable que le nôtre parce qu'eux, durant l'été, parfois, ils ont des saisons, parfois, ils ont des périodes durant la saison d'été qui peuvent atteindre du 20, 25, 30 degrés, pas durant très longtemps. Mais juste ça suffit à arrêter la croissance de la plante durant cette période-là. Est-ce que vous avez déjà perdu des plantes? Oui, ça nous est arrivé. Durant nos forces tests, oui, ça nous est arrivé. C'était quoi la raison primaire? C'était des petites souris. Des petites souris. Des petites souris. Ils se promenaient dans les champs, puis ils venaient juste manger la base. Mais en fait, ils viennent manger la racine. Oh. Oui. Qui mangent les feuilles, la tige, ça ne dérange pas. Là, ça repousse. La racine, un peu plus compliqué. Fait que là, vous avez fait? À ce moment-là, on avait mis des pièges. Mm-hmm. Fait que sur notre partie qui est nos cellules, c'est vraiment ça qui vient endommager. Les grosses plantes, pour une raison qu'on ignore, ils viennent pas y toucher. Mais c'est trop gros, peut-être. Probablement. Ils viennent vraiment chercher, en fait, ce qu'il y a en cellules. Donc, on a mis des pièges à souris pour pallier. OK, là, envoyez pas des roches, là. Non, parce que quand vous allez c'est des pièges. Ça veut pas dire qu'on les tue. Ça veut pas dire qu'on les tue. On les garde en captif. Oui. Bon, c'est ça. C'est à toi de pas aller là. Non. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui. Ce qu'on peut faire avec ça, nous, personnellement, on la vend après ça aux compagnies. Ça peut être des compagnies dans le domaine pharmaceutique, mais c'est pas ça que je vais dire en premier, c'est les compagnies dans le domaine alimentaire. Ben, ça peut être utilisé soit pour faire des médicaments. Ça peut être sinon utilisé pour faire des produits de consommation. Parfois, c'est des huiles, des crèmes. Après ça peut aussi être utilisé pour faire des boissons énergisantes, parfois des pâtisseries, et ainsi de suite. Mais ça guérit quoi? Dans le fond, la racine, en elle-même, a produit, dans le fond, la rosavine,
c'est la molécule vraiment qu'on veut. Après ça, cette molécule-là, après ça, je suis pas scientifique, je suis pas pharmacien, mais utilisée pour créer les médicaments contre la dépression, contre l'Alzheimer. Après ça, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je sais que les compagnies pharmaceutiques en ont besoin pour développer leurs médicaments. Puis vous avez appris ça comment? Dans le fond, c'est mon père. On va remonter vraiment de plusieurs années dans le temps. En 2020, si je ne dis pas de niaiserie, mon père partait... Ça fait juste 5 ans. Oui. Mais toi, tu as 25, fait que toi, tu penses que c'est très loin. Moi, c'est loin dans le passé. Ça fait 2 minutes. Oui. Mais déjà, en 2020, à Blair-Sablon, il se passe vraiment pas grand-chose. Il y a 1000 habitants, il n'y a rien de nouveau bien souvent qui se passe. Donc, mon père, comme quasiment tous les matins d'été, partait à la pêche. Il habitait là-bas? Moi, il habitait là-bas. À ce avec ta mère? Non, mes parents sont séparés depuis que j'ai l'âge de 4 ans. OK, il est parti tout seul là-bas. Oui, il est parti tout seul, mais il n'est pas parti quand ils se sont séparés. Ils se sont séparés quand j'avais 4 ans. Après ça, ils sont restés à Québec. Ma mère est toujours encore à Québec. Il est resté jusqu'à mes 10 ans. Oui. Puis après ça, il y avait eu une ouverture de poste qui appelait le Projet Nord. Donc, simplement, c'était une ouverture de poste pour les infirmiers et les infirmières qui voulaient aller faire des années dans le Nord pour aller voir si ça leur plaisait, que ce soit que du temporaire ou du permanent. Puis lui, il était infirmier? Oui. Okay. Mon père avait posté à ce moment-là. Puis finalement, sa candidature avait été retenue. Donc, il était parti dans le Nord à ce moment-là. Fait qu'il s'est établi à Blair-Sablon en 2010 parce qu'il est tombé amoureux de la place. Fait qu'il est resté là-bas durant 15 ans. Il aime ça être seul. Il aimait la place. Il aimait le sentiment de liberté qu'on a à Blair-Sablon. Mais ça, c'est plus que libre, là, quand il y a 1000 personnes. Il ne devait même pas en avoir 1000 à ce temps-là. Là. Non, ça devait il avait besoin de beaucoup de solitude. Oui. OK, bon, il l'a trouvé, mais il a trouvé quelque chose d'autre. C'est ça. Donc, bref, puisqu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, il part à la pêche. Puis il y avait un groupe d'étudiants de l'Université Laval qui était rendu à Blair-Sablon. Déjà, de base, c'est assez spécial qu'un groupe de l'Université Laval se ramasse à Blair-Sablon. Donc, mon père s'est arrêté et a demandé simplement qu'est-ce qu'il faisait. Puis, dans le fond, en parlant avec la fille qui est en charge du projet, elle lui explique, dans le fond, qu'ils font des tests, que ce soit pour de l'RL, que ce soit pour la choucroutée, qui est un petit fruit local, puis aussi sur leur pain rose, justement, à savoir, est-ce que c'est possible de pouvoir en créer des cultures, et ainsi de suite. Fait que ça, c'était son projet qu'elle faisait à l'université. Mon père a trouvé ça intéressant. Donc, il s'est informé sur leur pain rose, parce que, bon, l'RL, la choucroutée, on connaît déjà. Pour nous, c'est des petits fruits. En avoir une culture, pour nous, c'est pas qu'est-ce qu'on trouve. C'est pas quelque chose qu'on trouvait d'intéressant. Déjà, principalement aussi parce que c'est pas des fruits que nous aimons, moi et mon père, personnellement, au quotidien. Okay. Donc, il s'est informé sur leur pain rose. Puis en faisant des recherches, c'est là qu'il a vu les retombées économiques. C'est là qu'il a vu la demande aussi qui était là pour la plante. Puis c'est là que le projet, tranquillement, a démarré en faisant la recherche. Ça a commencé simplement par mon père qui allait à la pêche puis a rencontré une fille de l'Université Laval qui était en train de faire son projet d'études. Puis qui a posé la bonne question. Il a posé la bonne question. C'est quoi ce que vous êtes en train de faire ici? Parce qu'en général, il n'y a jamais rien ici qui se fait. Alors, ton père est curieux. Oui. Tu es curieux aussi. Oui. Très curieux. J'essaye. Et tu es très attentif. Tu observes les gens. Oui. Énormément. Oui. Moi, je t'ai rencontré dans une occasion où est-ce que je donnais une conférence. T'écoutais. De A à Z, je suis sûre que tu pourrais me répéter la conférence. Oui, une bonne partie. Oui, tu as compris qui était, comment ça fonctionne et oui. tout ça. Alors, tu es quelqu'un qui apprend vite et qui s'adapte vite. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as dit, moi, je vais embarquer avec toi? Est-ce que c'est ton père qui te l'a offert? Comment tu as choisi d'aller t'impliquer dans l'agriculture aussi loin avec lui? Je dirais que c'est plus c'est pas une option qui m'a été donnée, c'est pas nécessairement, on va dire, un peu de ma propre initiative, c'est plus par curiosité, puis par un pas en entraîner un autre. Mon père m'a parlé de ce que c'était, il m'a parlé un peu d'idées qu'il y avait par rapport à ça. De fil en aiguille, moi, je posais de plus en plus de questions, fait que je me suis intéressé un peu plus. Après ça, il m'a dit... Un jour, il m'est arrivé, il me dit parfait, là, je suis en train de regarder peut-être pour acheter un petit tracteur pour pouvoir commencer. Au début, on voulait commencer aussi à vraiment beaucoup plus petit volume. Il dit parfait. Fait que là, à ce moment-là, de fil en aiguille, vu que mon père avançait un peu de son côté, je me suis intéressé de plus en plus. Puis c'est tout simplement comme ça. Mais acheter un terrain là-bas, il fallait que ce soit le bon terrain. Comment vous avez fait pour choisir le bon terrain?
déjà, les terrains, on ne peut plus les acheter. Ah, OK. On a appris ça qu'on a fait les demandes pour le terrain. Maintenant, les terrains, bien souvent, ils sont loués. On peut encore en acheter, mais souvent, c'est des lots de terrain qui se mettent à vendre. Fait qu'on n'a pas nécessairement le choix de savoir. En fait, on ne peut pas juste arriver et dire OK, moi, c'est le terrain qui est ici que je veux. Puisque à ce moment-là, ben, c'est pas délimité, c'est juste les terres de la couronne. Fait que on fait une demande en fait de location de terrain. Fait qu'on dit parfait, ben moi je veux avec des coordonnées GPS, moi je veux le carré qui est de telle coordonnée à telle coordonnée. Mais comment tu fais pour savoir lequel demander? Lequel demander, dans le fond, tout simplement, c'est à Blanc-Sablon, c'est de ce qu'on appelle de la tourbe. Fait que c'est simplement un reste de fond marin qui est en surface. Fait que nous, l'affaire qu'on fait, c'est qu'on prend une pelle, on enlève cette première couche-là, qui fait environ une trentaine de centimètres. Une fois qu'on a enlevé la première couche, après ça, on est capable de voir c'est quoi qu'il y a comme sol qui est en dessous. Que ce soit de la roche, que ce soit de la terre, que ce soit du pitmos, que ce soit du sable. Puis à ce moment-là, c'est comme ça qu'on fait. On passe simplement avec une pelle, on enlève la première couche, après ça, on peut voir exactement ce qu'on a en dessous. OK, bien combien de terrains avant de trouver le bon? Mon père en a visité 4. Puis toi, t'en faisais-tu partie de ça? Non, parce que moi, j'étais à Québec à ce moment-là. T'étais pas encore dans le plan? J'étais pas encore... J'étais là, mais vraiment loin. Parce que mon père, lui, était à Blanc-Sablon, fait que lui était sur place. Moi, en étant à Québec, c'était un peu compliqué à 2500 km de pouvoir juste prendre une pelle puis commencer à ôter. Fait que je prenais mon mal en patience. Puis il m'a dit OK, on a peut-être trouvé un terrain. Le premier terrain potentiel qu'on a trouvé, finalement, on n'a pas pu le prendre. Pourquoi? Parce qu'on a fait les demandes au gouvernement. On a eu un problème avec le ministère de la Culture. Ah, c'était quoi? Pas culture, agriculture. Culture, histoire. Parce qu'il y avait des chances potentielles qu'il y ait eu, en fait, des anciens peuples des Premières Nations qui soient là, du côté des Inuits. Puis il fallait faire une demande de fouilles archéologiques qui viennent recenser le terrain. Si après ça, ils ne trouvaient rien, on avait le terrain. Et s'ils trouvaient quelque chose, il fallait attendre qu'ils terminent les fouilles avant d'avoir le terrain. OK. Ben oui, c'est sûr que c'était compliqué. C'était évidemment compliqué. Ben oui. Et bien évidemment, tout ce processus-là était à tes frais. Ah, OK. On a demandé ça coûtait combien. Toujours curieux. On nous a dit, ben grossièrement, pour le terrain qu'on demandait, c'était environ 1 million. Après ça, ils nous ont dit, vous en faites pas, il n'y a pas de problème, il y a des subventions, on paye 30 %. Parfait. Fait qu'il faut quand même que je dépense 700 000 de ma poche pour savoir si en plus il y a des fouilles par la suite. Après ça, les fouilles, c'est pas nous qui payons, c'est le gouvernement. Mais après ça, bien souvent, des fouilles archéologiques, on en a, ça se compte en années. Fait qu'on va avoir un terrain, ça nous coûte 700 000 finalement pour apprendre que... Dans 10 ans. Qu'on va peut-être le récupérer dans 10 ans. On a fait, c'est correct, on va les voir ailleurs. Et quand vous avez comme mis la puce à l'oreille de tout ça, ça a dû déranger. Surtout le gouvernement ou tout ça. Je suis sûre que c'est devenu compliqué. Là. Ça a l'air trop facile, votre histoire. Là, oui, c'est sûr qu'à quelque part, là, le gouvernement, tout ça, c'est venu s'en mêler. Après ça, il devait avoir le monde alentour, puis les curieux. Puis non, à ce niveau-là, c'était pas... moi, là, ça a-tu été 1, 2, 3 rendu au deuxième terrain ou non? Ça a quand même été assez facile parce qu'une fois que la première demande était faite, il y a quand même une partie du processus qui a déjà été effectuée, que ce soit au niveau des demandes, au niveau des versements qu'il faut faire. Fait que bien souvent, c'est pas une nouvelle demande que tu fais. Tu fais une demande après ça de relocalisation, puisque le terrain que tu voulais avoir finalement n'est pas disponible. Puis à ce moment-là, quand tu fais une demande de relocalisation, ils disent parfait, ben dans ce cas-là, sur quel terrain tu veux te relocaliser? Fait que tout simplement, on est reparti, on a refait encore le même processus, on prend l'appel, on a la première couche et on observe. Puis à ce moment-là, quand on a trouvé le deuxième terrain, une fois que le deuxième terrain est trouvé, on dit parfait, c'est là que je fais. Fait que là, on recommence juste la partie du processus, savoir s'il y a des problèmes avec les ministères, que ce soit le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Culture, peu importe. C'est combien de terrains vous avez maintenant? Nous, en ce moment, on a, si je ne dis pas de niaiserie, je ne me trompe pas, on a 6 hectares de terrain. Tout dans le même coin, j'espère? Un grand carré. OK. Ça appartient à? OK, monsieur. Ça appartient à la couronne. C'est l'État de la couronne. Fait que c'est au gouvernement. Puis eux autres, ils peuvent-ils arriver demain matin puis dire « On reveut notre terrain ». Théoriquement, ils peuvent, oui. Sur papier, je meurs. ils peuvent. Je meurs. Vous n'avez pas peur? Hein? Vous n'avez pas peur? Non, pour 2 raisons.
Première raison, pour avoir un terrain, même que ce soit le gouvernement, il faut un justificatif. Pourquoi tu veux ton terrain? Ils vont t'en trouver un, ne t'inquiète pas. Ils vont en trouver un. Oui. Après ça, deuxième problème, c'est que si tu relocalises, ils doivent couvrir pour les pertes que ça engendre. Nous, présentement, en ce moment, on fait pas d'argent, puisqu'on est en période d'attente. Ça fait combien de temps, là? Cette année, ça va être notre 3e année. C'est bientôt. Bientôt. Mais sur ce temps, il nous en reste encore 4. Fait que oui, c'est bientôt, mais c'est encore 4 ans à prendre notre mal en patience. Mais c'est ça. Fait donc, quand tu es relocalisé, ils n'ont pas le choix. Ils doivent quand même donner une compensation, en fait, pour ce que tu perds. Et c'est pas juste votant puis mange la chenoute. C'est comme, ben non. Parce que sinon, tu peux quand même les poursuivre en justice, c'est ça, au niveau de la Cour du Canada. OK. Puis à ce moment-là, s'ils nous relocalisent, mettons, je sais pas, à partir de notre 5e année, nous, à ce moment, on n'a toujours pas nous avons toujours pas touché un pesos de tout ce qui est planté. C'est juste de l'argent, entre guillemets, fictif. Puisqu'il n'y a pas de récolte qui a été effectuée, il n'y a rien. Est-ce qu'il y en a qui ont réservé cette plante-là pour leur projet? Pour leur projet? Tu sais, je veux dire, le gouvernement, là, ou les pharmaceutiques, ou... On a déjà reçu des appels. Mais y a-t-il du monde qui dit, écoute, moi, je veux la première batch, puis je vais payer déjà un dépôt pour être sûr que je vais avoir... Pas encore. Simplement parce que encore c'est beaucoup trop, parce que c'est encore dans 4 ans. Donc, mais c'est parce que personne ne le sait. Hein? Personne ne le sait encore. Non, il y a du monde qui le savent, mais c'est... C'est très secret. Je suis désolée, mais moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Non, je le sais, mais ce que je veux dire, c'est que les compagnies pharmaceutiques le savent. Il y a déjà des compagnies pharmaceutiques qui le savent, parce qu'on a déjà reçu des appels. Mais tu ne fais pas un dépôt pour acheter une plante dans 4 ans, sachant que tu ne sais pas encore ça va être quoi la production finale. Mais parce qu'en ce moment, ils la prennent de où? En ce moment, il y a 95% qui viennent de la récolte sauvage. Donc, simplement du monde qui se promène dans la forêt, ils ramassent des plantes, puis c'est vendu. C'est beaucoup fait en Europe puis en Asie. Alors, ils achètent de l'international. L'international, oui. C'est que de l'international. Okay. Les compagnies pharmaceutiques sont distribuées à peu près un peu partout dans le monde. Tu as des compagnies en Asie, tu as des compagnies en Europe, des compagnies en Amérique. Puis en Alberta, eux autres, ils ont-tu commencé déjà à en donner? En Alberta, si je ne me trompe pas, il y a une partie qui vendent à l'international. Ah, fait qu'eux autres, ils ont déjà récolté. Oui, eux, ils ont déjà commencé à récolter. Puis il y a une partie qu'eux, ils gardent puis ils développent leur propre gamme de produits. Fait qu'ils vendent une partie, puis il y a une quantité qu'eux, ils gardent de leur récolte, puis ils font leurs propres produits avec. Allez-vous faire ça aussi? Je ne pense pas. Pas pour commencer, parce que quand tu fais des produits, ben ça demande encore de l'argent. Il faut que tu développes tes produits. Fait que c'est des coûts. Il faut que tu développes les infrastructures. C'est encore des coûts. Donc, quand on commence, bien souvent, nous, on va juste récolter, puis on va vendre simplement aux compagnies. Ça va être beaucoup plus simple pour nous pour commencer. Ça coûte combien partir un projet comme ça? Nous, pour la grosseur du projet qu'on a, ça coûte grossièrement environ 1 million. Et ça rapporte combien au bout de 7 ans? Au bout de 7 ans... Vous le vendez au kilo ou vous le vendez? Oui, c'est vendu au kilo. Si on prend pour nous la quantité qu'on a plantée la première année, ça va nous rapporter, selon ce que toujours, si la quantité ne diminue pas pour peu importe quelle mauvaise circonstance. Une souris ou une souris ou un pissenlit. Un pissenlit ou quelqu'un qui vient saccager les champs. Ah, c'est ça, j'ai peur, moi. Ça peut toujours arriver. On n'espère pas, ça peut toujours arriver. Le voisin qui est jaloux. Oui, le voisin jaloux là, au coin, là, oui. le vieux pêcheur. Là, oui, on l'a à l'heure. OK. Mais oui. Fait que normalement, selon ce que nous, on va récolter, la première année, on va récolter pour environ 600 000. Ça, c'est notre première année. Fait que ça ne remboursera pas les frais complets de nos 7 ans d'attente, mais c'est déjà bien. Première année, première récolte, 100 000, ça se prend bien. Deuxième année, on devrait tourner pas loin du million. Puis à partir de notre 3e année, on devrait tourner à peu près dans les alentours entre 4 et 5 millions. Oui, c'est toujours comme ça la 3e année. Ça prend toujours 3 ans. Ouais. Mais est-ce qu'à chaque année, vous replantez? Oui. Nouveau? Oui, on en replante. Dans le fond, de la manière qu'on a séparé notre champ, on plante notre première année, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e année. À notre 7e année, on récolte... 7e année. À notre 8e année, au printemps, on récolte notre plante. La première année. La première année. On réalise le champ, on refait des lignes, puis on plante notre année, et ainsi de suite, puis après ça, on continue comme ça.
Quand tu vas là-bas, Oui. tu y vas une fois par mois. Oui, durant l'été. Tu pars une semaine ou 10 jours. Oui. Quand tu arrives là-bas, là, Oui. tu fais quoi exactement? Déjà, Parce on que va là, il n'y a regarder. pas beaucoup de choses à faire. Hein? Fait que tu t'occupes du Oui. champ. Oui, on s'occupe du champ. Mais quand on arrive, excuse-moi, quand on arrive, on commence déjà par regarder la machinerie, s'assurer que tout ce qui est les bearings, les joints, les cils, que tout soit bien graissé, qu'il ne manque pas d'huile, qu'il n'y ait pas de perte à ce niveau-là, qu'il n'y ait rien été endommagé, bien évidemment. Après ça, dans le champ lui-même, on va soit faire un arrosage en arrivant déjà avec de l'engrais pour aider la racine à se développer un peu plus vite. Après ça, on va préparer le champ soit de différentes manières. Si on va commencer à faire les rangs, soit on va dérocher le champ, parce qu'on ne veut pas de roche, bien évidemment, dans le champ, parce que, bon, une roche, il n'y a pas grand-chose qui pousse sur une roche. Fait qu'il va y avoir ça. Sinon, on va commencer à mettre... on va commencer à faire les rangs, on va réégaliser. S'il y a des parties des anciens rangs qu'on a faites, que la bâche est levée à cause du vent, on va retendre la bâche. Après ça, on va la rembourrer, et ainsi de suite. C'est vraiment qu'est-ce qu'on fait. Ça fait une semaine. Oui, ça fait une semaine. Parce que c'est vraiment visuel. Parce que le champ est vraiment grand. Puis en une journée, au final, même si c'est de la machinerie, il y a que beaucoup de trucs qui se font au final que manuellement. Puis quand on n'est que deux, ben, ça fait que ça prend beaucoup plus de temps. Pourquoi vous n'amenez pas quelqu'un d'autre? Pour l'instant, tout simplement par le principe qu'en général, il faut payer du monde. Puis, puisqu'on n'a pas de revenus, ben, si on paye du monde, ça sort directement de nos poches à nous. OK, mais il y a du monde qui va à l'école puis qui ont besoin de faire des stages ou quelque chose en agriculture. Pourquoi vous n'allez pas demander à ce qu'ils participent à votre plan? Parce que c'est pas... Quand je parle de ça? Souvent, quand tu fais des stages en agriculture, là, tu vas avoir des... Bon, tu as quand même des barèmes de stages à respecter, que ce soit au niveau de l'employeur. Tu as quand même des... Bon, tu as quand même des points précis que tu as besoin de travailler, que nous, nécessairement, ben, on n'a pas. On est une compagnie qui vient de commencer, au final, on est l'équivalent d'une start-up. Par la suite aussi, dans ce domaine-là, bien souvent, le monde, c'est plus des projets qui ont, des projets d'études, puis aussi, c'est le fait que si on veut amener des stagiaires jusque chez nous, ben, pas tout le monde qui font des stages sont à Québec. Puis juste les billets d'avion, c'est 2100 $ le billet d'avion. Juste pour amener quelqu'un après ça. Mettons qu'on considère qu'on ne le paye pas. Mettons que ça serait un stage purement non payé. Il faut quand même le loger, il faut quand même le nourrir, il faut quand même le blanchir. Puis ça fait que c'est quand même des frais qui s'accumulent. Donc pour nous, c'est plus simple de juste partir par nous-mêmes, aller s'occuper du champ que payer pour du monde à ce moment-là. De où vient l'idée? À part que ton papa, là. De où vient l'idée de dire ça va fonctionner, puis on va être capable d'avoir des millions qui vont sortir de là? Dans le fond, mon père a regardé combien la racine rapportait. Si je ne dis pas de niaiserie, parce que ça fait longtemps que les chiffres m'ont été donnés, donc ça se peut que les chiffres ne soient pas exacts. Si je me souviens bien, on fait l'équivalent à peu près de une cinquantaine de dollars par racine. Et je peux-tu l'acheter, moi, de ça? Techniquement, oui, tu peux en acheter. Fait que je pourrais m'acheter un petit bout de terrain sur votre affaire, vous pourriez gérer ça pour moi, là. Techniquement, oui. Intéressant! Ah. C'est-tu cher, les terrains, là-bas? Non, les terrains coûtent pas cher. Mais je comprends, il n'y a personne. Les terrains coûtent... C'est du sable. Oui. Non, ça coûte pas cher, mais c'est les demandes qui sont longues. Puis il n'y a personne qui vous a approché pour dire, moi, je vais investir avec vous autres, par moi un terrain. Oui, il y en a beaucoup qui ont voulu... Ah, OK. Oui. Oui, c'est là, je trouvais ça bizarre. J'étais comme, mais voyons. Puis, théoriquement, si on aurait voulu avec mon père, on aurait pu vendre la compagnie au complet avant même qu'on ait terminé notre première année juste à planter. Pas à récolter, juste à planter. Puis il ne voulait pas? Ben non. Pourquoi on vendrait... C'est un projet que mon père, lui, c'est son projet, entre guillemets, de pré-retraite. Pour moi, c'est un peu plus un projet de vie. Puis ça ne tente pas de vendre pour nous un projet qui, au final, pourrait nous rapporter plus que là si on le vend. Fait qu'on préfère... Vous n'allez pas le vendre. Non, on ne va pas le vendre. Puis vous avez dit non à tous ceux qui voulaient s'associer avec vous pour avoir un plus gros terrain? Oui, parce que aussi, c'est que souvent, quand
souvent, quand la manière que le monde nous a approché, ils voulaient investir du capital. C'est bien beau. Sauf bien évidemment, ça vient avec des parts. C'est logique. On donne de l'argent, on veut quelque chose en retour. Ça, mais ils ne voulaient pas travailler. Certains auraient voulu travailler, ça ne les aurait pas dérangé durant les premières années. Mais nous, on a plus regardé au long terme. On s'est dit, présentement, même si on aurait des fonds supplémentaires, on n'en a pas nécessairement besoin. Puis pour nous, pour du long terme, c'est l'équivalent de voir un investissement de 100 000. Fait qu'on a un 100 000 en gain initial, qu'on n'a pas nécessairement besoin, qui va nous coûter peut-être 1, 2, 4, 5, 20 millions. Oui, mais vous pourriez acheter un plus grand terrain, puis partir un autre pouce, non? Non, parce qu'encore là, après ça, sinon, si on considère que, mettons, même si la personne est là, ça ne donne pas nécessairement plus, on ne peut pas nécessairement plus planter par année parce que, je vais expliquer ça. Avoir un plus grand terrain, ça ne suffit pas. Il faut quand même que tu aies, au final, plus de main-d'œuvre. Il faut que tu aies ton infrastructure de base que nous, on utilise pour planter, qui est à l'extérieur. On a quand même besoin de la planète des terrains supplémentaires. Ça fait quand même des frais qui sont supplémentaires à chaque fois. Donc, oui et non. Au final, qu'est-ce que ça nous donnait de plus? C'était pas rentable à qu'est-ce que ça allait nous coûter quand on regardait au prorata. Fait que vous autres, vous gardez le gâteau puis le crémage pour vous autres. Oui, le beurre puis l'argent du beurre. OK! Fait que vous gardez tout ça, là. Oui. OK. Puis, c'est quoi le move en business à long terme? Dans 7 ans, là, vous n'allez pas, 8 ans, vous n'allez pas tout vendre puis dire, OK, j'ai fait de l'argent, c'est correct. Toi, tu as 25 ans, là, on s'entend. Tu vas avoir 30 ans quand ça va être fini, là. Ça. Non, dans le fond, une fois la première année de récolte, on va planter dans le fond, encore dans 7 ans. Puis on va juste continuer à faire le roulement comme ça. On va monter à chaque été, récolter, replanter, et ainsi de suite. Puis la roue va continuer à tourner. Ça va nous faire un emploi. Mon père va tomber à un moment donné à sa retraite. Mais moi, ça va me faire un emploi. Attends, là, ton père a 54 ans que j'ai lu ou 52. Oui, on n'est pas prête, la retraite. Là. Tu parles à des gens que c'est même pas, on pense même pas encore à ça. Là. Mon père, il pense à sa retraite. Mais lui, c'est peut-être parce qu'il voit tous les millions à l'après, là, mais je veux dire, tu sais, il va toujours rester impliqué. Oui, il va toujours rester impliqué. Mais dans le sens que à partir d'un certain moment, c'est plus lui qui va aller dans le champ et qui va travailler 80 heures dans le champ durant une semaine. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, on va avoir des employés, bien évidemment. Puis, il va peut-être vivre là à temps plein. Est-ce qu'il vit là à temps plein présentement? Il vivait là à temps plein. Maintenant, il a redéménagé à Québec depuis qu'il s'est fait une nouvelle blonde. À ce moment-là, il s'est dit, je viens de me faire une nouvelle blonde. Elle vit à Québec, à Montmagny. À savoir si c'était elle qui montait ou lui qui descendait. Il commençait à être tanné un peu d'être, on va se dire, un peu isolé à Blanc-Sablon. La famille au complet est à Québec. Fait que ça. Donc, c'était plus simple pour lui de dire, bagage, genre, descendre à Québec, on va remonter là-bas durant l'été, s'en occuper, que rester isolé à Blanc-Sablon, toujours avoir les mêmes 1000 personnes. Puis encore là, sur les 1000 personnes qui vivent là-bas, tu les aimes pas toutes, tu les côtoies pas toutes, donc ça te fait vraiment un cercle. Tu les vois pas toutes. Tu les vois pas toutes, ça te fait vraiment un cercle refermé ça fait vraiment un petit cercle au final de personnes que tu côtoies au quotidien. Je te donne 2 choix. Oui. Conseiller financier. Oui. Ou agriculteur. Si j'ai vraiment le choix que de un que de l'autre, agriculteur. Mais ça, c'est. Tu sais, je te dis agriculteur, mais tu travailles juste l'été, une fois par mois. Oui. Pour l'instant. Après ça, quand on va avoir plus grand, parce que c'est sur le principe que les premières années qu'on va récolter, la première et la deuxième année vont servir, bien évidemment, à rembourser, en fait, à nous rembourser ce qu'on a investi initialement. Puis par la suite, les années qui vont suivre vont servir à ce moment-là à pouvoir développer plus. Donc en ce moment, cette année, on va planter pour l'équivalent d'à peu près 50 000 plants. Mais quand on va récolter, là, on va avoir un afflux en capital qui va être vraiment élevé. Fait qu'à ce moment-là, on va dire, parfait, à ce moment-là, je peux acheter de la machinerie qui est beaucoup plus grosse. Là, je peux vraiment faire des demandes de terrain pour avoir beaucoup plus de terrain. Puis à ce moment-là, après ça, on peut commencer à avoir plus grand de terrain. Qui dit plus grand de terrain va demander quand même plus de temps. Aussi, vu qu'on va avoir de l'argent, on va pouvoir payer des employés. Fait qu'on va pouvoir potentiellement avoir une meilleure surveillance sur les champs durant l'été. On va pouvoir payer du monde pour être là
Moi, je peux y aller. Je vais regarder. Je peux tout voir. Les souris, le voisin qui vient de me faire des mauvaises choses ou les pissenlits. Pas sûr que je suis capable de faire votre job, mais je peux vous le dire. Bon, c'est correct. Mais être un agriculteur, c'est en soi quelque chose qui est très physique. Oui. Qui est aussi très mental. On est très seul. C'est comme une clique. Hein? Des agriculteurs, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Non, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Puis ils sont souvent tous dans le même coin, mais souvent en plus. Oui, puis ils se connaissent tous. Oui. C'est des cliques. Vous avez dérangé la clique. Probablement. Probable. Mais c'est correct, on est loin. Oui, je sais, mais vous avez dérangé. Est-ce que tu penses que votre idée puis votre ambition va ouvrir le marché sur d'autres endroits? Ça serait bien. Ça serait excellent. En ce moment, parce qu'en ce moment, avec le problème avec la Rhodiola rosa, c'est comme je disais tantôt, 95% vient de la récolte sauvage, donc principalement de l'Europe et de l'Asie. Problème qui en suit, c'est que le monde, vu qu'il récolte que ça nique un peu la faune puis la flore à force de faire ça. Puis ça commence à être interdit dans beaucoup de pays. Ça quoi, t'as dit? Ça commence à nuire OK. à la faune et à la flore. Donc, ça commence à être interdit dans beaucoup de pays à cause de ça. Pourquoi? Ben, c'est pas même parce qu'on peut pas juste arriver dans une forêt et récolter seulement une plante. Soit parce qu'on la plante va tomber en voie d'extinction. Aussi, bien souvent, le monde, quand ils font ça, ben, ils font un peu une job un peu de barbare. Ils vont juste arriver avec une pelle, ils vont faire un gros trou, ils vont ramasser, puis ils vont laisser ça de même. Mais quand ils ne feront pas attention nécessairement aux plantes qui aux alentours, s'ils ont besoin de revirer une roche pour ramasser la plante, ben, ils vont revirer la roche, puis peut-être briser d'autres choses, briser des arbres, et ainsi de suite. Donc, ça commence à être interdit dans beaucoup de pays à cause de ça. Puis le problème, ben, qu'ensuite, ben, c'est toujours l'œuf et la demande. Si l'œuf venait de 95% de la récolte sauvage, puis, mettons, on dit que c'est interdit dans un pays sur deux, tu viens de couper l'œuf de 50%, la demande est toujours là. Donc, ben, c'est bien qu'il y ait plus. Bon, c'est bien que ça l'ouvre porte à plus d'agriculteurs qui en fassent. Puisque ben, il va y avoir toujours la demande. La demande actuelle est croissante, puis l'offre actuelle ne répond même pas à la demande présentement. Fait que si en plus on diminue l'offre, ben, bien évidemment, les prix vont monter. Fait que, bon, pour nous, nous, on trouve ça le fun. Le prix au kilo pour la racine va augmenter. Mais dans une idée générale, c'est bien aussi. C'est combien un kilo? En ce moment, le kilo, c'est vendu. Ben, une racine, c'est 1 kilo. Fait que c'est à peu près ça, à peu près une cinquantaine de dollars le kilo. OK. Bon. Puis tu crois qu'à un moment donné, le gouvernement va s'en mêler et ils vont dire OK, là, ici, on n'a plus le droit. Tu penses que ça va vous arriver? Je ne pense pas parce que en ce moment, les terrains qu'on utilise, c'est des terrains en fait qui sont Au gouvernement. Au gouvernement, puis des terrains qui font rien. Ils ne coûtent pas d'argent, mais ils rapportent rien. Tandis que nous, en faisant une culture, on est une entreprise, on n'a pas le choix de payer des taxes, on n'a pas le choix de payer des taxes sur le terrain, on n'a pas le choix de payer de l'impôt aussi sur les revenus qu'on fait. De l'allocation. L'allocation. C'est-tu cher louer un terrain au gouvernement? Absolument pas. Ça coûte des pinottes. Pour vrai? Oui. J'aurais pensé que c'était. Ça dépend de ton terrain. Parce qu'il y a des fermiers qui louent leur terrain. Mm-hmm. Moi, j'ai déjà habité à Amsterdam. Oui. Puis là-bas, c'est pas dans Amsterdam, là, mais à l'extérieur d'Amsterdam, Sliedrecht ou whatever. Si tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de terrain. Hein? C'est des champs. Il n'y a rien. Puis ils louent les terrains. Okay. Puis c'est le fermier qui loue le terrain. Okay. C'est très dispendieux, là. Je m'en doute. Mais si tu loues directement au fermier, même ici à Québec, ça doit être excessivement dispendieux, puisque c'est des terrains qui sont spécifiques à l'agriculture. C'est des terres arables, c'est des terres qui sont riches en minéraux. Mais nous, la plante, elle pousse dans le sable. Donc, c'est des terrains qui, même de base, en fait, tu peux même pas créer une culture décente d'à peu près tout ce qui existe à part de ça. Mais dans le sable, c'est spécial. Oui, c'est vraiment dans le sable. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on entend nulle part. Il n'y a personne qui a fait un documentaire sur vous autres puis vous suivre dans votre parcours. Non. C'est complètement stupide. Vous auriez dû me le dire. Moi, j'aurais fait. Je serais allée, botte rose en caoutchouc, je vous aurais suivi du début parce qu'on veut voir. Je disais, vous devriez aller demander qu'on fasse un documentaire là-dessus parce qu'on ne la connaît pas, cette plante-là. Non. Mais pourtant, en plus, il y a de la recherche qui se fait. Même si nous, on nous sort de l'équation, au niveau international, c'est une plante qui est connue.
qui est peut-être pas connu du public, mais qui est connu qui est connu des entreprises. Parce que juste en Europe, la plante en elle-même fait des retombées de 54 milliards. C'est quoi? C'est où en Europe qu'on la voit le plus? On avait juste l'Europe. C'était vraiment... il n'y avait pas un pays spécifique. Il y avait vraiment mis tout le monde ensemble. OK. 54 milliards. 54 milliards de retombées par année. Oh, par année. Par année. Fait que je me doute que si c'est 54 milliards par année, ça doit être au minimum. Ça doit être un minimum des euros. Oui, c'est des euros. Oh, imagine. C'est pas. Vous autres, vous allez être des pinottes, là. Notre argent, elle vaut rien. Oui. Pense-y, là. Mais ça, donc. Est-ce que vous allez avoir le droit d'importer à d'autres pays à l'international ou il faut que ça reste au Canada? Normalement, on doit avoir le droit d'exporter à l'extérieur du Canada. Normalement, on doit avoir le droit. Commence tout de suite. Comment ça. Oui. Tu savais pas penser, hein, mais commence à le demander tout de suite si tu as le droit. Mais normalement, on doit avoir le droit parce que Argo le fait, qui est aussi au Canada. OK. C'est quoi Argo? Excuse-moi, Argo, c'est l'autre compagnie qui, eux, en ce moment, sont en Alberta. C'est le nom de la compagnie. OK. La plus grosse au Canada en ce moment. Mais ils doivent avoir demandé des papiers là, qui vont prendre 7 ans. Probablement. Commence tout de suite. Je te le dis, tu n'avais pas pensé, là, mais quand tu vas partir d'ici, là, tout de suite, il faut que tu commences à faire ça pour avoir ton sticker pour, dans 4 ans. J'ai le droit d'importer. Oui, mais non, mais c'est sûr qu'il y a toujours un problématique. Toujours. Toujours. Mais ça. Mais on y avait déjà pensé. On savait déjà qu'il fallait faire le processus. On n'était juste pas encore rendu là. Mais non, mais là, vas-y. Là, il te reste 3 ans? 4 ans. Ouais. 4 ans. Oui, 4 ans. Mais en fait, 5 parce que là, ça va être notre 3e année. Fait qu'à la fin de l'été, il va nous rester. Est-ce que vous allez décomposer la racine ou vous vendez juste la racine? On vend que la racine. On récolte la racine avec classiquement un tourneur de patates industriel qu'on installe à l'arrière du tracteur. On passe, on lève la terre. Mon rêve. Je voudrais. J'adorerais conduire ça. Juste 2 minutes. Ah oui. J'aimerais ça. Ça fait beaucoup de bruit, par contre. Ça fait des bouchons. C'est pas grave. Tout mon équipement va être rose. C'est magnifique. Je rêve d'aller là. Je te l'ai dit, hein, quand je t'ai rencontré, je dis, est-ce que je peux y aller? Tu m'as juste regardé et tu t'es dit, pas sûr, mais oui. Puis, vous avez vendu votre maison là-bas. Ton père a vendu la maison. Mon père a vendu la maison là-bas. Fait que vous couchez où? On a un chalet à côté du terrain. Okay. Donc, durant l'été, on va monter puis on va aller dormir dans le chalet durant la semaine. C'est un vrai chalet? Oui, c'est un vrai chalet. Avec de l'électricité, de l'eau potable, tout? L'eau là-bas est toute potable. OK. On a des réserves d'eau douce à perte de vue. Fait quasiment tous les lacs sont potables. On sait lesquels le sont puis lesquels le sont pas. Puis au niveau de l'électricité, on va avoir des génératrices. Fait que durant la semaine, on va avoir une partie en panneau solaire. Puis une partie en génératrice classique à l'essence. À part de ce qui peut arriver à la plante, oui. que tu me dis des pissenlits ou les souris. Oui. C'est ça que tu as dit. Hein? Oui, j'invente pas rien, là. Tous ceux qui nous écoutent présentement dans des studios 760 médias et de CKVL FM, où est-ce qu'ils nous entendent? J'invente pas ça. C'est souris ou pissenlit. Souris ou pissenlit. Ou un être humain qui veut vous en Un être humain. Sinon aussi, ce qui peut retarder la croissance. Pas nécessairement la tuer, mais retarder la croissance de la plante, c'est une température trop élevée durant l'été. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Mais je peux te garantir où est-ce que vous êtes. Là, grossièrement, il faut qu'il fasse plus que 18 degrés dans la terre. Là-bas, à Sablon, il fait 20 degrés. 20 degrés là-bas, c'est une canicule. Oui. C'est parfait pour les femmes ménopausées. Oui, ils devraient tout aller là. Oui. Je fais des blagues. J'ai le droit. Oui. Alors, oui. Pour finir, oui. Qu'est-ce que ton père t'a appris avec le plus beau cadeau si tu avais à le remercier aujourd'hui? Qu'est-ce que mon père m'a appris? Je dirais par le parcours que mon père a eu, par de ce que moi j'ai vu, puis des histoires qu'il m'a racontées, que lui a vécues, je dirais la ténacité, de ne pas se laisser abattre face à l'adversité. Je dirais que ça serait pas un des plus beaux cadeaux qu'il m'a donné. Si tu avais quelque chose à lui dire, ça serait quoi? Si tu avais quelque chose à lui dire? Ben ouais, ça serait je t'aime pas. Pas plus, pas moins. Vraiment, je t'aime pas. Puis non, pas mal sûr qu'il comprendrait
il comprendrait tout le sens derrière. En tout cas, si dans 3 ans, vous voulez un investisseur, moi, je vais y aller. Parfait. D'ici ce temps-là, je vais avoir fini de faire mes podcasts, faire le tour du Canada. Fait qu'on va être prêt. On te réservera un petit carré. Moi, je veux juste un petit carré. C'est bon, on va faire un petit carré. Parce que rendu dans 3 ans, 50 $ le kilo, ça va être à 100. Je vais être correct. C'est aussi ça qu'on a hâte de voir, c'est que tranquillement, vu que ça commence à être interdit dans beaucoup de pays, ben, nous, on a hâte de voir avec le principe de l'offre et la demande à combien le prix au kilo va augmenter. Parce que moins qu'il va y avoir d'offres et avec une demande qui va être croissante, ben, le prix va continuer à grandir d'année en année. Donc, nos projections sont faites selon les tarifs actuels. Elles ne sont pas faites selon les tarifs des projections d'à combien ça pourrait monter. J'ai la dernière question. Oui. Ça fait déjà plus qu'une heure qu'on parle. Ah, bon, ça passe tellement vite. C'est le fun, hein? Tu vas revenir pour quand ça va être à terme, ton projet. Oui. Je te dis 3 mots. Oui. Tu me le dis dans ton ordre, pas dans le mien. OK. Passion, succès, argent. Qu'est-ce qui va dans l'ordre? Passion, succès, argent. Mettons qu'on y va du moins prioritaire au plus prioritaire. Je mettrais l'argent, le succès puis la passion. Parce que pour moi, tu as quand même besoin d'argent. En fait, non, on va inverser succès et argent. Avoir du succès, pour moi, dans c'est bien, mais c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai besoin nécessairement dans la vie, même si c'est un échec. C'est une expérience. C'est une expérience, ça se prend bien. Après ça, l'argent, on dit toujours que l'argent n'achète pas le bonheur. C'est une vérité. On ne la contredira pas. Mais c'est quelque chose qui peut t'aider, selon moi, dans ta vie de tous les jours, soit pour vivre des nouvelles expériences ou qui peut te faciliter dans ta vie courante. Puis après ça, ben, la passion, bien évidemment, si tu n'aimes pas ce que tu fais, ben, soit tu termineras jamais un projet à terme, ou tu vas finir par peut-être avoir une dépression un jour parce que tu trouves que ton environnement il est Alors, toxique. la première, c'est quoi? Dans le fond, le numéro 1, celui que je mettrais en priorité, ça serait la passion. Puis la deuxième? La deuxième, après ça, je mettrais l'argent. Puis après ça, le succès, parce que pour moi, même si c'est pas un succès, qu'est-ce que tu as entrepris, ça reste une expérience. Fait que ça reste quand même quelque chose d'important au final. Je voulais dire, Gabrielle, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui m'impressionnent. Je ne suis pas une fille qui parle « Oh mon Dieu! » Non. Ça paraît d'ailleurs. Hein? Oui. Tu as déjà étudié ce côté-là, je suis sûre. Mais tu m'impressionnes. Tu as 25 ans et je te lève mon chapeau et je souhaite que ton succès ne te change pas. Et merci beaucoup. Puis je voudrais saluer ton papa. Et merci. Il a fait toute une job et ta maman aussi, il ne faut pas l'oublier. Non, il ne faut pas l'oublier. Ils ont vraiment bien élevé un enfant. Puis je suis très fière d'avoir eu l'occasion d'être d'une des premières à t'interviewer sur ton projet que personne ne sait. Ah, eh bien, merci beaucoup. Hein? Merci à toi. Et merci.